Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les outils que j'utilise pour développer au quotidien. Alors, j'ai essayé de faire une petite liste. Donc, pour mon titre, c'est développeur full stack. Donc, en gros, j'ai la capacité de développer des applications web et des applications mobiles. Pour les technos, j'utilise PHP avec le framework Codeigniter, la version 4. Python, soit avec Flask ou FastAPI. Et puis il y a Node.js. En ce qui concerne le front, on aura React.js et React Native pour les applications mobiles. jQuery. C'est vrai que certains vont sourire, mais c'est encore une librairie qui est encore utilisée. Alors, pour les interfaces graphiques, je n'utilise pas Bootstrap. À la place, j'utilise Semantic UI, que je trouve plus facile à utiliser. Donc, vous avez un fork de Semantic UI et puis qui s'appelle Semantic UI en fait. Donc, pour l'IDE, c'est juste VS Code. Alors, je pense qu'on va juste essayer de voir quelques frameworks ou bien quelques librairies que j'utilise. Donc pour Codeigniter, c'est un framework MVC PHP qui permet juste de développer des applications PHP d'une manière rapide et dont le code est organisé sous forme de MVC. Donc ceux qui font du Laravel, c'est un peu genre Laravel ou Symfony, mais pas exactement le cas. Codeigniter 4, pourquoi? Parce que on a la possibilité d'organiser nos codes un peu comme on veut. C'est-à-dire, on essaie de le penser, mais dans un cadre MVC. Alors, pour Codeigniter, c'est très simple. Là, on va aller voir le framework. Donc, ok, bon, je pense qu'on doit aller au niveau du site officiel pour essayer de voir la présentation. Alors, ça, c'est le site officiel. C'est vrai qu'il est en anglais, donc aujourd'hui on ne peut pas être en fait développeur si on ne maîtrise pas un peu d'anglais. C'est un framework qui est en fait très bien, il est small, comme c'est écrit là, il est très facile à installer et à démarrer. Par contre, la Laravel Symfony, il faut du temps pour s'adapter, du temps pour l'apprendre. Également au niveau des lignes de commande sur Symfony Laravel, il y a tellement de choses à apprendre. La courbe, comment je vais dire ça? La courbe d'apprentissage est assez élevée. Par contre, Codeigniter est très facile à prendre en main. Dès que vous maîtrisez le principe de MVC, c'est bon, vous êtes lancé, vous êtes capable de faire des applications très rapidement et facilement. Alors, pour ceux qui souhaitent découvrir ce framework, je pense que j'ai un certain nombre de vidéos sur ma chaîne qui peuvent vous permettre de prendre en main le framework en question. Donc, il est là, la documentation qui est très bien faite. Donc, dans la documentation, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le prendre en main. Ok. En plus, il est très facile à apprendre. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est juste PHP et peut-être un peu de programmation orientée objet. D'accord? Alors, on va quitter le PHP. C'est vrai qu'on ne va pas voir Python. On va le voir du côté de Node.js. Alors, pour Node.js, j'utilise beaucoup plus
lorsque je dois faire des applications mobiles ou bien des applications qui ont besoin d'avoir une sorte d'API. Node.js. Donc en fait quand j'utilise, ça veut dire qu'en ce moment-là, je serai full JS. Le backend sera fait en JavaScript. En même temps, le front-end, il sera fait en JavaScript. Ça fait que j'ai le même langage de programmation des deux côtés. Et ça permet d'aller assez vite. Ok. Il est très simple à utiliser. Bon, je vais pas dire très simple parce qu'il faut un minimum connaître du JS, et c'est vrai que le JS n'est pas un langage très facile à apprendre. Ok, donc comme je disais, Node.js me permet de faire des applications typiquement back-end. C'est vrai que c'est pas juste du back-end, il est possible de faire des applications monolithiques, c'est-à-dire que dans une application vous avez, au lieu de faire une API, vous pouvez rendre par exemple des pages web directement. C'est ce qu'on appelle les applications monolithiques. Je peux vous donner un exemple d'application monolithique faite avec Node.js. C'est une application personnelle pour mon business personnel. C'est MenuScan. MenuScan. Ok, donc là vous avez MenuScan. C'est une plateforme qui permet de numériser les menus en fait. C'est-à-dire que si vous êtes un restaurant, on est capable de récupérer votre menu et de l'enregistrer dans la plateforme. De cette manière, les personnes qui arrivent dans votre restaurant auront juste un QR code à scanner comme celui-ci et puis accéder à votre menu en ligne. Donc peut-être qu'on va essayer de voir juste au niveau de la connexion. 112, 61, 12, 15 et peut-être on va aller password. Ok, vous voyez que directement ici, il ne s'agit pas de React, mais tout est fait de telle manière que ce sont les pages web soient rendues directement à partir de Node.js. Alors par exemple ici vous avez une interface pour les salons de coiffure. Comme je disais, les salons de coiffure ou bien les restaurants peuvent s'abonner à la plateforme. Pour les salons de couture, il s'agira par exemple d'enregistrer les vêtements du couturier, ainsi de suite, de telle manière que lorsque un client arrive chez le couturier, que le couturier ne lui passe pas son propre téléphone pour pouvoir regarder l'ensemble des modèles, mais le client a la possibilité de scanner un QR code et puis il accède directement à l'ensemble des modèles qui sont cousus par le couturier. Donc je pense qu'ici, si on entre là, on va voir les articles. Si on veut par exemple modifier un article, il suffit d'aller là et de modifier par exemple. Donc si on regarde l'interface sur laquelle on peut consulter, il y a un lien ici. Ok, on va cliquer sur ce lien, ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, vous allez donc voir ici CTRL majuscule M. Très bien, vous allez voir ici, ça c'est l'interface sur laquelle le client tombe lorsqu'il a scanné le QR code du couturier.
Donc ici, il a la possibilité de voir les modèles, le prix. Il peut ici voir les menus Home. Il peut voir les modèles. S'il veut voir le modèle en question, s'il veut agrandir, il suffit juste de cliquer et puis il a le modèle. Et directement, il peut dire, ah, ce modèle-là, c'est celui que je veux. Et puis, bon, ça permet de faire les choses plus rapidement. Ok? Donc, si vous connaissez un couturier, ça peut nous faire du bien de pouvoir l'avoir, d'informatiser, de numériser par exemple ces modèles. Ok. Donc là, on va passer, comme je disais donc sur Node.js, on a la possibilité de faire des API avec Express ou de faire des applications monolithiques juste en rendant des pages web comme vous avez vu sur Minuscan. Ok. Alors, en plus de cela, on va voir au niveau de React.js. Alors, React.js, on va venir ici. React.js. Alors, React.js, c'est une librairie qui nous permet de créer des interfaces interactives. La librairie a été créée par Facebook. Je crois que pour le moment, c'est l'une des librairies qui est plus utilisée pour la construction des interfaces. À côté, il y a Vue.js, il y a Angular, mais je crois que je suis un peu tombé sur la logique de React.js. Donc, à côté de React.js, vous avez évidemment React Native. React Native, je vais appeler ça librairie également, ou bien un écosystème qui vous permet de créer des applications mobiles, mais avec React.js. Ça veut dire que si vous connaissez un peu de React.js, vous pouvez capitaliser directement pour pouvoir faire des applications mobiles également. Donc, en un temps, vous pouvez faire des applications web avec React. Et d'un autre côté, vous pouvez faire des applications mobiles avec React Native. Donc, React Native. Donc, là, vous avez React Native. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste que React Native, d'une manière ou d'une autre, est basé sur React.js. Ça veut dire que ce que vous connaissez par exemple sur React.js, vous pouvez le transporter pour pouvoir l'utiliser sur React Native. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est aussi vrai que pour faire des applications mobiles, vous avez soit React Native, CLI, ou d'utiliser par exemple Expo. Donc la différence est très simple. Si vous utilisez React Native CLI, vous aurez forcément un besoin au niveau de Android Studio. Donc si vous êtes par exemple sur Windows et que vous téléchargez par exemple React Native CLI, pour builder l'application, vous aurez besoin forcément de Android Studio. Par contre, si vous prenez par exemple Expo, ok, si vous prenez Expo, vous aurez la partie Android Studio qui sera totalement retirée et donc vous pourrez faire votre application très rapidement. Sauf que le build va se faire au niveau des services de Expo et vous allez télécharger juste l'application en ligne et c'est ce que j'utilise pour la plupart des cas. Alors, c'est vrai qu'on va se demander quelles sont les applications que j'ai eu à faire avec React Native. Alors, il suffit d'aller sur Play Store. Donc, si vous allez sur Play Store, ok, un
recherche par exemple Eric Ghislain, comme ceci. Ok. Alors, si vous allez par exemple sur Play Store, vous tapez Eric Ghislain ou non, directement vous allez tomber sur, enfin, vous aurez dans les résultats, vous allez voir l'une de mes applications, vous cliquez dessus et vous allez en fait découvrir la liste des applications ici à droite. Donc vous avez la dernière application que j'ai terminé, que j'ai mis en production, c'est Card Connect. Card Connect, c'est quoi? C'est juste une application qui vous permet de créer des cartes de visite virtuelles et de pouvoir les partager soit en famille ou soit entre amis. C'est vrai que c'est pas juste ça, l'utilité va assez plus loin. C'est-à-dire que si je crée ma carte de visite, n'est-ce pas, je peux soit juste envoyer le lien soit à un ami ou à une personne qui souhaite avoir mes contacts. Et c'est très utile par exemple si j'ai un salon de coiffure, un restaurant. Il va juste suffire de télécharger le QR code qui est généré pour la carte et puis soit de l'insérer quelque part où des personnes vont par exemple juste scanner et puis directement ils vont tomber sur l'ensemble des contacts, que ce soit TikTok, les contacts mobiles, les adresses email, ainsi de suite. Donc l'application elle est totalement libre, vous pouvez la télécharger et l'essayer. Donc à côté vous avez Eduali. Eduali c'est un chatbot qui derrière utilise l'intelligence artificielle pour répondre à vos questions. Ça veut dire que vous vous inscrivez, si vous avez des questions à poser, vous pouvez interagir avec l'application. En fait, pour faire simple, derrière c'est ChatGPT qui répond à vos questions en fait. Donc pour cette application-ci, oh c'est que j'ai oublié. Pour cette application-ci ou bien sur Card Connect, derrière il y a Node.js, c'est-à-dire il y a une API Node.js derrière. Ok. Alors vous avez, on va pas tout voir, vous avez Ask.me. Ask.me c'est un réseau social éducatif. Alors comment ça marche? Je suis élève, j'ai un problème en mathématiques ou bien en français. Je me connecte, je pose ma question. Directement, des élèves qui sont dans la même classe que moi, ils vont effectivement voir la préoccupation et ils vont directement ancrer en commentaire sous mon post pour pouvoir me donner des pistes de réflexion ou bien pour essayer de répondre à ma préoccupation. Et maintenant, ceux qui peuvent par exemple avoir la même question peuvent revenir sur l'ensemble des discussions pour essayer de voir comment est-ce que ça a été résolu en fait. Ok. Alors vous voyez qu'ici il y a plus de 100 téléchargements. Donc il y a quelques personnes qui l'utilisent et c'est une bonne chose. Alors à côté vous avez Alois Food. Alors Alois Food pour ceux qui sont par exemple à Yaoundé, c'est comme si le marché venait en fait chez vous, c'est-à-dire que vous avez une plateforme dans laquelle vous avez une liste de produits que vous pouvez directement commander en ligne. Si vous ne voulez pas aller au marché, vous allez dans l'application. Ok, vous pouvez prendre du poulet, de la viande, de la tomate, des oignons, tout le nécessaire pour pouvoir faire votre cuisine. Et lorsque vous passez vos commandes directement, il y a des gens derrière qui reçoivent la commande, qui reçoivent la notification. Et directement, ces gens-là vont faire les achats à votre place et vous allez juste vous faire livrer et vous payer. Donc, si vous êtes à Yaoundé, je vous recommande vivement de télécharger cette application.
C'est très utile si vous n'avez pas de temps, par exemple, pour aller au marché, si vous voulez éviter les tracasseries du marché, ainsi de suite. Et les gens qui sont derrière, c'est des gens qui sont aussi sélectifs. C'est-à-dire que la plupart des clients qui utilisent, là vous voyez par exemple 100 plus, nous sommes à près de 250 utilisateurs. Quand même, il y a des gens qui font des commandes quotidiennement et qui sont très satisfaits. Donc moi je ne peux que vous recommander de télécharger l'application et puis de passer vos premières commandes. Ça va me faire extrêmement plaisir. Alors, ce que j'oubliais de dire rapidement, c'est que euh, toutes ces applications qui ont été développées, toutes ces applications mobiles, la majorité ont derrière Node.js comme backend. Par contre, en ce qui concerne Alois Foot, derrière c'est Coordinator. L'API est faite en PHP sous Coordinator. Alors, on va passer directement sur le front. Pour la création des interfaces, pour lui, la plupart du temps, j'utilise Semantic UI. Alors, Semantic UI, c'est un, je vais appeler ça une librairie CSS qui vient déjà avec un ensemble de composants qui nous permettent de développer des interfaces plus rapidement. Alors, la philosophie, c'est juste de pouvoir appeler les classes d'une manière assez humaine, à la différence de Bootstrap, où les noms des classes sont un peu comme comme l'écriture égyptienne en fait. Donc, sur Semantic UI, vous avez des classes qui sont assez simples à retenir. Et lorsque vous les retrouvez quelque part, vous comprenez effectivement à quoi ça renvoie. Donc, vous avez par exemple ici UI Buttons. On comprend directement que nous aurons une boîte comme celle-ci, une GIF, qui sera composée de gros boutons. Et parmi ces gros boutons, il y aura forcément ici, vous voyez la classe active, vous comprenez que ce bouton-là, il sera actif. Donc, c'est assez simple à apprendre puisque les noms des classes sont très simples à comprendre. Ok? Donc, à côté, vous voyez par exemple qu'ici, ça c'est du code de jQuery. D'accord? C'est pour ça qu'ici, vous allez voir, j'ai mis jQuery. Donc, si vous utilisez par exemple Semantic UI ou bien Informatique UI, il y aura forcément jQuery à intégrer. Donc, du coup, si je l'intègre, parfois je suis obligé soit d'écrire du code JavaScript vanilla, soit d'utiliser du code jQuery comme c'est le cas ici. Puisque l'ensemble des éléments, des composants de Semantic UI ne sont pas directement manipulables par, je vais pas dire manipulable, mais instanciable par JavaScript Vanilla. Donc, nous sommes obligés d'utiliser, par exemple, comme ici, d'appeler ça tel que c'est là, avec jQuery. Donc, comme je disais, vous avez Semantic UI, qui est le projet initial, mais par la suite, le projet a été repris, et il y a des éléments qui ont été ajoutés par la suite et c'est là que vous avez Semantic UI. Donc, il y a des projets où je préfère utiliser Semantic UI parce qu'on a un ensemble de composants supplémentaires. Donc, vous avez ici Semantic UI. Vous avez une version React et vous avez une version qui utilise jQuery comme je disais tantôt.
La philosophie est la même, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de composants de classes. Vous avez juste deux fichiers intégrés. Non, pas deux fichiers, trois fichiers intégrés. Et un fichier CSS. En plus du fichier CSS, vous avez le fichier JavaScript. Mais pour que votre JavaScript de sémantique UI ou bien de formatique UI fonctionne, vous avez besoin d'ajouter jQuery. Donc, vous avez la documentation qui est là, c'est très simple, c'est pas des choses, c'est pas des choses compliquées. Si vous avez besoin d'un composant, par exemple, ou bien d'un élément, vous revenez ici. Si vous avez par exemple des boutons, vous venez et puis là où est par exemple le bouton, vous voulez le prendre, vous avez la possibilité de regarder le code ici, vous le copiez et puis vous le collez dans votre éditeur et puis lorsque la page sera renvoyée par le navigateur, vous aurez votre bouton et c'est très simple à utiliser. Alors, je pense que pour ne pas être très long, on a essayé de faire le tour. Pour les IDE, c'est juste VS Code que j'utilise. Donc, vous avez, euh, pour vous apercevoir que j'ai deux VS Code. J'ai le VS Code normal. Je sais pas si on peut appeler ça Community, c'est-à-dire la version que tout le monde utilise. Et puis, à côté, vous avez la version Insiders. La version Insiders, c'est la version test en fait. C'est-à-dire qu'il y a avant que comment je vais appeler ça, des plugins ou bien des fonctionnalités passent ici, elles vont d'abord être testées par l'ensemble des développeurs. Donc, s'il y a par exemple un bug qui survient, on peut par exemple dire à l'équipe de Microsoft que, ok, voilà, nous avons un bug qui est survenu dans un plugin, donc peut-être bien dans une fonctionnalité, il faut essayer de la revoir. Lorsque c'est ok, ces fonctionnalités-là vont forcément passer par ici. Donc, je pense que mes amis, on va s'arrêter là pour le moment. Alors, si vous avez découvert l'ensemble des choses dans cette vidéo, je vous recommande de liker ou bien de laisser un commentaire. Si par la suite vous voulez que je produise de plus en plus ce genre de vidéos, je vous recommande de vous abonner également et de me le dire en commentaire. Donc, pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner pour m'encourager et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des likes. Pour les commentaires, je les lirai et puis forcément, je laisserai une réponse aux commentaires. Alors, on se dit à plus dans les prochaines vidéos. Ciao.